Oh oh oh, joyeux Noël! Cette émission de Noël vous est présentée grâce à nos joyeux tipeurs, Tot, Chevonne et Carotte. Wouhou! La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui est fugnon. Et je suis pas d'accord, il me semble que c'est Ifiniafa, Afaniafa ou Nfugnon. Effectivement, j'avoue que je l'ai fait de mémoire, car ma mémoire est fortement touchée par cette disparition. Nous n'avons pas parlé la dernière fois pour une raison très simple. Nous étions dans la fête, dans les cadeaux. Mais nous allons aujourd'hui revenir, et nous en reviendrons sans doute plus tard dans cette année dans une splash page, sur la disparition de Gottlieb. Gottlieb, un grand humoriste, un très très grand de la bande dessinée, qui a fait beaucoup plus que pour l'histoire de la bande dessinée qu'on pourrait le croire comme ça. Cofondateur de l'Écho des Savanes, de Fluide Glacial, bref, un mec qui en impose, quoi. On va parler de lui aujourd'hui dans le online, mais on parlera aussi d'autres choses. Et pour cette émission, et en parler avec moi, j'ai Thio. Bonsoir. Tizak est toujours puni, il n'est pas présent aujourd'hui, mais nous essaierons de le faire revenir à la nouvelle année. Peut-être qu'on le sortira du coin. Dans cette émission, donc, nous allons parler de online, de bande dessinée que vous pouvez lire en ligne. Nous reviendrons sur des chroniques, nous allons parler de Spirou, le dernier Spirou par Frank P. et Zidrou, il s'appelle La Lumière de Bornéo. Puis nous parlerons de Voyage au bout de la peur, de Ayakashi, le tome 1, de Bloc 109 Murata, de Lao, le tome 1, et du Chant du Cygne, le tome 2 et final du diptyque. Un petit express, nous vous parlerons de BD jeunesse et de manga à la française, et vous pourrez enfin retourner, ouvrir vos cadeaux et profiter de cette célébration catholique que vous appréciez tant, même si ce n'est que pour les cadeaux qui vont au-delà des valeurs que vous êtes censés défendre, bande de sales gens. Je crois que j'ai été clair, net. Tu dis rien. Tu es perturbé. Je suis en train de regarder le online et ça a fait plein de souvenirs. On y vient tout de suite. Online. Suite à la disparition de Gottlieb, qui a énormément marqué beaucoup de monde dans le monde de la BD, Le Monde, justement, a réussi à obtenir l'autorisation de publier une sorte de best-of. Alors, on n'y trouve pas tout, mais tout ce qu'on y trouve est bon. Effectivement, il n'y a pas ce fameux sketch du Petit Prince, que j'avais d'ailleurs regretté de ne pas trouver dans l'hommage, je sais pas si tu te souviens, le bouquin hommage au Petit Prince, ouais. Où il n'y était pas, et toujours pas. Pourtant, c'était un sketch que j'avais particulièrement apprécié. Mais ça commence, c'est un petit peu chronologique au niveau de la présentation, ça commence avec les dingos dossiers, puis la rubrique à braque. Et c'est là surtout qu'on voit la richesse de cet auteur, qui ne faisait pas que de l'humour désopilant, qui ne faisait pas que de s'inspirer de la façon de faire de la bande dessinée à l'américaine, à la Mad, c'est cette revue d'Harvey Kurtzman. Il y a aussi des choses d'une très très grande profondeur, d'une grande richesse, notamment cette histoire avec sa chèvre dans la campagne, qui est touchante au possible. Cette boule qui a la naissance de sa fille, qui est prenante, mais sans oublier les fantastiques aventures de Pervers Pépère. Et de Hamster Jovial. Et d'Hamster Jovial, que je salue, car c'est mon totem scout. Et avec, oui, il m'a marqué jusqu'au plus profond de mon être. Et puis aussi, je pense qu'il faut que l'on parle aussi de cet fantastique épisode jusqu'au plus profond de ton être. Les scouts, ça te touche toujours au plus profond de ton être. Ne rentre pas dans les détails, s'il te plaît. Ne rentre pas, oui. Nous sommes dans un podcast tout public, monsieur. Bref, et cet épisode de Jésus à la scène qui multiplie les pains, qui se transforme en vin et ce n'est qu'un homme, même si c'est un fils de Dieu. Bref, pas mal de lectures. Certains sketchs qui sont coupés, par exemple la rubrique à braque sur le western de spaghetti, il manque les dernières planches, ce qui est un peu dommage. Donc la chute, quoi, même si
c'est drôle sans chute. Le sketch préféré de Gottlieb, La Hyène, qui est une des histoires que lui-même préférait, même s'il disait rire peu de ses propres histoires. Un exercice oubapesque avec la girafe. Voilà, c'est un touche-à-tout de génie, un artiste fantastique, et il y a même Bruce Lee. Au fait, tu valides? Tu es en train de le dire? Non, mais ouais, enfin moi alors, c'est vrai que les Dingo dossiers et rubriques à paragraphes, j'ai découvert, on va dire, plus récemment. Mais j'ai été grandement bercé par Hamster Jovial et Pervers Pépère dans mes années de scoutisme de 12 à 20 ans, quoi. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose, tu le relis, tu y repenses et toujours t'es mort de rire. Pénis de table de Cookie Calcaire. Alors, Cookie Calcaire s'est rendu compte que c'est bien, les filles elles parlent de cul entre elles se racontent un peu leurs trucs, on trouve plein de bouquins qui parlent de les filles et le sexe, etc. Mais que les hommes, en fait, quand ils en parlent, c'est surtout pour se vanter, pour se la péter, et ils ont pas de vraie discussion sérieuse là-dessus. Alors, il a décidé de réunir une bande de potes, avec des profils assez variés, du pansexuel au bisexuel à l'homosexuel, bon, et une majorité d'hétérosexuels, hein, voilà, pour discuter de cul. Et là, ça va parler de cul, mais de tous les sujets. Donc, il fait des histoires sur son Tumblr en plusieurs parties. La première partie parle de la branlette. Puis il parle, donc le plaisir solitaire, puis il en fait un autre sur l'orientation sexuelle et les expériences que l'on peut avoir hors normes, j'ai envie de dire, hors normes sociales standardisées. Bref, c'est assez étonnant, c'est frais, c'est drôle, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire, je trouve. Parce que bah, c'est vrai qu'en fait, on se raconte pas trop ce genre de choses. Voilà. Ouais, c'était déjà c'est souvent les discussions que tu peux avoir avec ta femme qu'elle te dit mais de quoi vous parlez quand vous êtes entre gars, parce que nous entre filles on se raconte tout, quoi. Et là tu fais ok, ouais, mais non. Voilà. Non, parce que nous on a notre pudeur, mesdames, mais je trouve ça très bien que quelqu'un prenne son courage à deux mains et en parle. Voilà, prenne son sexe à deux mains et le montre fièrement au peuple entier pour que l'on sache ce qu'il en est. Et que, voilà, nous n'en parlons pas, mais nous n'en pensons pas moins, et Cookie Calcaire le dit très bien pour nous. Je l'avais jamais lu, mais c'est très très drôle. Oui, voilà, et c'est très vrai aussi, je pense. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné. Quand il t'explique qu'il a en fait des catégories pour ses branlettes. T'as le porno, l'image de connaissance, l'image mentale souvenir. Voilà, désolé. Voilà, non, parce que on va pas rentrer trop dans le détail de cette bande dessinée non plus, sinon vraiment on ne sera plus tout public. Mais non, c'est très très fun. Nous finirons avec Je veux comprendre la politique, par la famille Jouvray, les deux frères et l'épouse de l'un d'entre eux, qui sont donc auteurs, dessinateurs, scénaristes, coloristes, bref, qui nous font des BD bien sympathiques, genre Lincoln, que l'on voit aussi le plus jeune d'entre eux, enfin c'est le pas barbu, donc j'en dis que c'est le plus jeune, mais c'est débile, dans l'atelier Mastodonte, celui qui est prof de dessin et qui explique qu'il ne faut pas courir à l'ombre. Donc des personnages de qualité qui nous font de la BD bien drôle et bien fun, et qui s'interrogent sur la politique, en fait on n'y comprend rien, et qui en cette période d'élection présidentielle, ça serait bien d'essayer de s'enseigner. Donc ils ont décidé de se lancer dans une enquête, un vrai reportage là-dessus. Alors pour le moment, à l'heure où nous enregistrons, seule la première partie est présente. C'est la partie où ils vont un peu exposer leurs objectifs et ce qu'ils veulent faire. C'est fait comme un petit dialogue entre les deux frères, dont un qui n'en a rien à foutre de la politique et l'autre qui se dit « Ouais, mais quand même, j'aimerais bien comprendre parce que j'y comprends rien. » Et voilà, donc ils exposent un peu leur procédé et comment ils vont fonctionner. Et j'ai hâte de voir la suite pour voir ce que ça va donner, parce que effectivement, la politique, tout le monde en parle, mais personne y piche que dalle. Alors certains diront oui, mais c'est parce qu'on s'y intéresse pas. Mais je trouve que c'est le petit dialogue sur les démocraties et les républicains est quand même vachement fun. Oui. Parce que oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que on se dit que finalement on est une république et une démocratie, alors qu'aux États-Unis, les démocrates et les républicains c'était partis opposés. Oui. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a eu maintenant les républicains aussi chez nous? Aussi. Est-ce que la gauche donc c'est les démocrates? J'en sais rien. Voilà. Tu y comprends quelque chose, toi? Non. J'espère qu'on y comprendra enfin quelque chose, et avant l'élection, grâce à cette bande dessinée fort sympathique.
Le Spirou de Frank P. et Zidrou, la lumière de Bornéo. Alors, Zidrou, on va vite fait en parler. Zidrou, c'est un petit scénariste qu'on aime beaucoup, notamment pour sa série L'élève du Cobu. Oui. Autre chose aussi, je crois. Ouais, enfin, il a fait d'autres trucs aussi qu'on aime beaucoup, que ce soit Boule à zéro, La Mondaine, de Beaux étés, L'adoption. Ouais, enfin voilà. Voilà. Il nous plaît, quoi. Il nous plaît. Frank Pay, vous le connaissez sans doute pour son travail sur Broussailles, principalement. Une bande dessinée qui est un peu écolo et un peu qui est très 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 tôt écolo. Et qui a longtemps eu sa place dans les écoles. Souvent, dès qu'on parlait de bande dessinée au collège, on vous parlait d'un Broussailles. Donc, ils sont associés pour faire ce Spirou dans le hors-série de Spirou. D'ailleurs, vous noterez que sur la tranche, ils ne sont plus numérotés, il me semble. Non. Voilà. Ce qui fait que ça fait et qu'il n'y a plus d'unité graphique, ce qui est pas plus mal parce que voilà. Spirou, suite à une reprise de en main de la rédaction du Moustique, décide de tout plaquer parce qu'il n'a pas envie. Il a envie de traiter de sujets importants et on veut pas le laisser faire parce qu'il faut qu'il juge de sujets bankable en tant que journaliste et ça le gonfle et il se casse. Alors que Fantasio lui dit mais écoute, à un moment donné il faut qu'on bosse. Mais Spirou il a décidé d'être tranquille et de pas se prendre la tête parce que lui ce qu'il veut c'est peindre. Il a toujours rêvé de le faire et il a pas eu le temps. Donc il va se mettre à peindre et en parallèle, il va se retrouver à devoir garder une gamine qu'on lui fout un peu dans les pattes parce que Noé, un personnage qu'on avait rencontré dans Bravo les Brothers, une bande dessinée de Franquin, apparemment c'est sa fille, il a pas le temps de s'en occuper, il a autre chose à foutre, enfin c'est voilà, et elle a pas ses bagages. Bref, il se retrouve au milieu de tout ça. Et encore en parallèle, on a l'histoire de tableaux magnifiques qui s'essayent de se vendre et personne ne sait qui peint ces tableaux derrière. Toutes ces histoires vont se croiser et se mêler pour une aventure encore très humaniste et très écologiste et qui est plutôt sympa. Moi j'ai passé un bon moment, alors je dirais pas que c'est le meilleur Spirou par que j'ai lu. Il y a un graphisme très agréable. Frank P. est un génie pour dessiner les animaux. J'adore son trait sur tout ce qui est animalier. Son Spirou a un côté assez bizarre parce qu'il a un peu vieilli son Spirou, il a mis des lunettes, il a son approche quoi, hein, qui est assez intéressante je trouve. Mais tout se tient, ça marche plutôt bien et c'est une belle histoire. Voilà. Thio, ton avis sur scénario dessin? Alors, le dessin change, je trouve, beaucoup par rapport à un Spirou classique, quoi. Oui, c'est un peu l'objectif de la série aussi. Donc, je trouve un trait quand même qui est plus, c'est plus sombre qu'un Spirou. C'est moins léger, quoi. Pourtant, c'est une BD très lumineuse hein, dans le ton, je trouve. Le début, quand même, c'est voilà, ça fait un peu plus. Alors c'est très joli, mais ça fait un peu plus, je trouve un peu plus sombre, un peu plus adulte, peut-être, voilà, entre guillemets, hein, que ce que j'ai pu lire sur d'autres Spirou. Au niveau du scénario, j'ai bien aimé cette espèce de mélange entre réalisme et un peu fantastique, humour, un peu d'humour aussi. Il y avait de l'humour aussi, ouais, mais ce côté fantastique, réaliste qui est bien mené, qui est sympa. J'ai quand même passé un bon moment, voilà. Maintenant, c'est vrai que ça m'a pas non plus follement emballé. La fin, voilà, m'a pas séduit, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que de cette collection-là, on a eu tellement de trucs énormes qu'on attend toujours des trucs explosifs et des trucs qui vont nous surprendre et nous bluffer. Et là, ça reste une bonne histoire, ça reste un Spirou sympathique. En plus, c'est du post-apo. Alors, parce que si tu regardes bien, Bruxelles est post-apocalyptique. C'est vrai. On a l'atomium qui est en ruine. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est totalement échappé. C'est un contexte sympa graphiquement, je pense. C'est surtout l'idée, je pense, qu'il y avait derrière. Ou aussi pour aller dans ce côté écolo de la folie des hommes qui auraient amené ce genre de choses-là. Bref,
une bonne BD, un bon Spirou par. Si vous aimez cette série, ça vaut le coup. Ne serait-ce que pour les superbes dessins. Moi, je reviens toujours d'animaux de Frank P. Mais on est loin d'être le meilleur de la série et loin d'être le pire, en tout cas en ce qui me concerne. C'était pas mal, mais sans plus. Et on va donc tout de suite vous parler de Voyage au pays de la peur chez Glénat Comics de Rodolphe et Zialowski. Alors le pitch de départ, chaque année, donc Lovecraft et d'autres écrivains du Weird Tales. Oui, c'était la revue dans laquelle il publiait. Ouais. Et, genre, il y a Robert Howard aussi dedans. Ouais. Se réunissent pour se raconter des histoires qui font peur, une sorte de club d'écrivains où on se raconte des histoires, où on se donne des idées pour peut-être de futurs romans. Et lors d'une de ces réunions, ils reçoivent donc justement un certain Grogan Mason qui leur raconte une histoire assez étrange sur un voyage en Antarctique, une expédition scientifique où tout va aller de mal en pis, il va y avoir des disparitions sur le bateau, des sortes d'épidémies, les gens vont mourir, ça part en quenotte, finalement il se retrouve, le bateau est en totale perdition, et il va, ce Grogan, arriver finalement dans un lieu peuplé d'anciens ou d'anciennes divinités, et qui vont, il a rencontré, on va dire, des sortes d'extraterrestres. On est dans du pur Lovecraft. Alors, du pur Lovecraft. Alors, je suis fan de Lovecraft. J'ai lu beaucoup de trucs, mais et finalement, moi j'ai eu un souci avec ce bouquin, c'est que tout ce que tu peux te créer quand tu lis une histoire où tu n'as que le texte et où en fait tout le visuel, c'est ton cerveau qui imagine. Oui. Si tu veux, j'ai été déçu par ce que j'ai vu. J'ai rien à reprocher au bouquin. Graphiquement, c'est moi le trait, je trouve ça joli, je trouve ça très agréable. Je veux dire, c'est bien torché. Parce que on sent quand même que c'est un pavé vite fait. Il y a un côté. Alors c'est la collection. Comment elle s'appelle cette collection déjà? C'est écrit en gros dessus. Flesh Bones. Flesh and Bones chez Glénat. C'est vraiment une collection série B quoi. Tu vois ce côté histoire un peu classique, qui se prend pas la tête, avec un dessin noir et blanc un peu vite fait. Un peu vite fait, mais quand même. Oui, non, mais ça marche bien. Hein, mais il y a quand même, je trouve, un super travail. Moi, je les trouve graphiquement, j'ai trouvé ça très joli. Au niveau scénaristique, c'est très bien, mais finalement, c'est vrai que j'ai plus de plaisir à lire le livre, une histoire de Lovecraft, et de m'imaginer les choses dans mon cerveau que d'avoir directement l'image qui est déjà sur le papier, quoi. Alors. Moi, ce qui m'a un peu perturbé, c'est ce côté série B voire Z. Déjà, on a une couverture d'une gratuité. Je cherche le rapport entre cette couverture et le contenu, quoi. C'est voilà. C'est Mata Hari, quoi. C'est l'espionne, c'est la traîtresse. Ils veulent nous faire du Lovecraft, ils nous mettent des scènes de cul dedans. J'aimerais bien qu'un spécialiste de Lovecraft me dise combien il y a de scènes de cul dans les ouvrages de Lovecraft. 0, hein, je pense. Hein, c'est voilà. Ah, de mémoire, je te dirais 0, mais ouais. Ça me semble pas vraiment du fait du caractère très prude du personnage. Ça me semblerait bizarre, mais bon, je me trompe peut-être. Bref, c'est assez. Ouais, voilà. On est dans le série B voire Z, tu vois, ce côté-là, et c'est bien fait dans le genre. Mais ouais, c'est la bande dessinée noir et blanc sur. Papier de pas de top qualité que tu verrais bien en kiosque en fait. Ouais, tu vois le truc que tu vas te choper pour t'accompagner dans un voyage, passer un bon moment sans te prendre la tête. Et ça marche très bien dans cette collection là. Enfin voilà, mais c'est vrai parce que voilà. Mais à part ça, c'est pas. Je veux pas être hautain ou pédant vis-à-vis de ce genre de bandes dessinées qui sont super sympas et qui permettent de passer un bon moment. Mais je trouve que lancer une collection avec une distribution standard en librairie
et que tu trouveras. Alors je sais pas, peut-être qu'ils vont viser d'autres points de vente, mais pour moi ouais, c'est le truc que tu trouves dans une gare quoi, parce que c'est le produit bien adapté. Mm. Alors après, je sais pas ce que donnent les autres tomes de la collection, mais c'est vrai que jusqu'ici on les avait pas trop demandé parce que Ouais, les pitchs nous faisaient pas rêver, quoi. les fiches que j'ai pas rêvé, les couvertures avec la fille en bikini de dos en gros plan. Ah oui, dans le marais. Oui, voilà. Enfin, que des trucs super racoleurs, quoi. Qui tu te dis, mais c'est un piège. It's a trap, quoi, tu vois. Et tu le prends pas pour ça. Et là, toi, c'est le côté. Lovecraft, toi, qui m'a tenté. Je me suis Voilà. dit, allez, il faut le voir. Mais le problème, voilà, c'est que du roman d'horreur comme le faisait Lovecraft, ce que tu te crées dans ta tête, je trouve, est toujours beaucoup plus puissant que ce qu'on va te fournir sous les yeux, quoi. Et là, pour moi, c'est ça qui n'a pas fonctionné. Alors maintenant, pour moi, comme je te dis, ça enlève vraiment pas, si tu veux, de qualité graphique et de narration au bouquin. Donc voilà, j'arrive même plus à me rappeler le titre, tu vois. Voyage au pays de la peur. Voyage au pays de la peur. Ça enlève rien au travail qui a été fait, mais clairement, en fait, voilà, tu sortais peut-être de Lovecraft, peut-être que j'aurais plus apprécié, mais là, en fait, j'ai été déçu par ce que je voyais, quoi. Mais bon, je pense que quelqu'un qui a pas lu Lovecraft pourrait peut-être te dire, ouais, c'est sympa, j'ai passé un bon moment, c'est un petit truc d'horreur, une petite enquête, aventure. Et puis voilà, ça te pose question comment on lui est revenu, enfin, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ouais, non, ça peut être bien mené, mais là, moi, ça m'a pas emballé, quoi. Donc voilà, bon, on va avoir un autre bouquin de cette collection à lire. J'espère que ça va être. Je crois que tu l'as déjà lu. Mais bon, on verra. Yes, ouais, le graphisme me branche un peu plus et le thème aussi. Mais on va voir ce que ça va donner. Voyage au pays de la peur de Rodolphe et Jalowski chez Glénat Comics. On reste chez Glénat avec Ayakashi de Isu et Vanram. Nous sommes dans un manga français publié dans le sens de lecture japonaise. On reviendra vite fait sur Stray Dog du même dessinateur qui est aussi scénariste sur Stray Dog dans les Express, parce que c'est assez intéressant de comparer les deux, je trouve. On est au Japon en 1702 et en gros il y a des créatures démoniaques qu'on appelle les Ayakashi qui attaquent tout et qui détruisent tout sur leur passage. Il y a Hiro qui est en gros un guerrier qui est super balèze pour les détruire, qui les traque, c'est son taf quoi, avec tout un groupe de collègues à lui. Mais il va finir par croiser une prêtresse qui, elle, travaille avec ces démons parce qu'en fait, les Yakashi ne seraient pas si démoniaques que ça, ils auraient un bon côté, etc. Et en plus, à côté de ça, la cité de Hiro se fait attaquer. Voilà pour le pitch, c'est une uchronie japonaise qui, sur le principe, est plutôt sympa. Dessiné par Van Ra, dont on avait déjà parlé dans Stray Dog, avec un dessin donc vraiment que je trouve très agréable, mais qui pour le coup, dans cet album-là, par rapport à Stray Dogs, je l'ai trouvé très chargé. Alors je sais pas pourquoi, Stray Dog me semble beaucoup plus clair à lire. Là je trouve qu'il y a une profusion de détails, de bulles avec des effets de transparence, de bouts de texte pas très lisibles, un peu compliqués, et puis surtout, il y a un nombre de bulles. Il y a un texte, mais de malade, quoi. Ouais, le mec il veut faire du manga, mais c'est un roman qu'il doit faire. Alors, je sais pas pourquoi. C'est d'un bavard. Je crois qu'il y a moins de texte dans un Black et Mortimer, quoi. Abuse pas, quand... Ouais, quoi que, on va en fait, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais... Ouais, non, c'est pas faux, ouais. Ah non, ça m'a... alors que le pitch est sympa, le dessin est sympa, mais ça manque de fluidité dans la lecture. Alors en plus, avoir choisi le sens de lecture japonaise, qui pour moi, bon, ça c'est une longue histoire, je trouve pas adapté au sens de lecture du texte. C'est-à-dire lire les images dans un sens et lire le texte dans un autre, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Toi, ça te bloque un peu dans la lecture. Mais alors quand il y a beaucoup de textes comme ça, c'est encore plus flagrant, quoi. D'un coup, tu lis de gauche à droite pendant 40 lignes, et puis d'un coup, attends, maintenant il faut que j'aille de droite à gauche pour aller chercher l'image suivante. Enfin, c'est... Alors peut-être que j'ai un cerveau de vieux et que les jeunes, eux, qui sont habitués à lire dans ce sens-là depuis des milliers d'années, sont plus à l'aise, mais... Enfin, j'en ai lu des mangas, quoi, et ça m'a jamais fait cet effet à ce point-là.
Voilà, je suis un peu vache, hein, peut-être. Ouais, t'es un peu vache parce que moi je te rappelle que j'ai réussi à lire à force d'avoir fait une sorte de lecture de manga intensive, j'ai réussi à lire un Batman de droite à gauche aussi. Oui, c'est vrai. Et je me disais putain c'est zarbe comme histoire. C'est très novateur comme scénario. Oh, quelle approche. C'est Memento, C'était- c'est c'était, ouais. Batmemento. C'était Batmemento, mais bon ça a fonctionné quoi. Alors Défends un peu Ayakashi, le truc, parce que j'étais un peu... voilà. Alors Ayakashi, moi quand je l'ai lu, le pitch de départ, j'ai trouvé ça très sympa. C'est très dynamique. Moi, je me suis retrouvé une sorte de médiéval fantastique japonais qui me faisait bien kiffer et je pense qu'il pourrait être une bonne adaptation, enfin qui mériterait une petite adaptation en animé qui pourrait être à mon avis très sympa. Ouais, parce que les gens qui parlent, ça me gêne moins que les 40 pages de texte pour 2 images, quoi. Pour 2 visages en gros plan. Mais bon, écoute, moi, la légende des 5 royaumes avec Akashi, j'avais passé un bon moment. Alors c'est vrai que je me rappelais pas que c'était aussi verbeux, quoi. Là, en le feuilletant, oui, il y a du texte, hein, putain. Tu vois, ça m'avait pas... Mais en même temps, ça m'avait pas marqué quand je l'ai lu. Ah, moi, ça m'a... Donc c'est soit que je lis vraiment beaucoup m'a plus plombé, vite, quoi. je me suis dit, tiens, je suis passé dessus à toute vitesse. Mais non, bon, moi, je l'ai quand même gardé un bon souvenir. Voilà. Et en plus, voilà, j'adore le dessin de Vanra. Alors Izu, on avait déjà, en plus, il va croire qu'on lui en veut. On avait déjà parlé de Lord d'Avalon, hein, scénarisé par lui, et qui pour le coup était moins bavard. Avait un dessin qui était moins japonisant, moins manga que le dessin de Vanra, et qui scénaristiquement faisait très bien le taf de la, j'ai envie de dire de la BD commerciale, hein, parce que là on était dans du pur BD BD de commande. Et là, bah alors que je pense que c'est un projet. Tu sais, ça fait un peu cet effet du j'ai créé un univers tellement riche qu'il faut absolument que je parle de tous les petits détails, machin chose. J'invente plein de mots intelligents. Alors peut-être qu'ils inventent pas parce que je sais que Izu, en tant que scénariste, est quelqu'un qui est très proche du Japon, qui connaît très très bien le Japon, qui voyage beaucoup. Bah, t'as une sorte de petit memento à la fin de bonus où Voilà. c'est justement l'explication de toutes les choses que t'as pu voir dans le bouquin. Donc non, je pense que c'est quand même plus... c'est pas que de l'invention, quoi. Il y a quand même aussi, je pense, beaucoup de références. Mais je me suis... Non, mais surtout le côté un peu... surtout le côté un peu, tu sais, la magie, les Ayakashi, leur histoire, les termes un peu techniques. J'avais l'impression d'être un peu devant du Masamune Shiro, tu sais, où t'as des astérix pour t'expliquer le mot bizarre qu'ils t'ont expliqué, et tu as 40 pages d'astérix, comme du Pratchett, mais en pas drôle, tu vois. Voilà, donc, ouais, non, je suis un peu frustré, en fait, parce qu'il y a un tel potentiel que ça m'a un peu gâché, quoi. Parce que je sens que, bah, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche, et non. Je trouve dur, voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment. Graphiquement, c'est très chouette. Et j'avais pas trouvé ça aussi verbeux au moment où je l'ai lu. Le pitch de départ, cette espèce de monde médiéval avec des esprits, des créatures qui vont un petit peu lutter avec les humains, je trouve. Non, c'est une espèce de chasseur de démons. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Moi, je conseillerais, tu vois, même si tu trouves ça très verbeux. Ah non, mais défends-le, parce que ce n'est que mon avis. Voilà, graphiquement, moi, j'ai trouvé ça très chouette. C'est très dynamique, c'est vraiment péchu. Je confirme. Le pitch de départ est très sympa. Je pense que ça peut être vraiment une bonne histoire bien complexe avec un petit peu de politique et de traîtrise dedans. Un truc bien, quoi. Non. Bon, on verra ce que ça va donner. Donc on poursuit. D'accord. Bah, on poursuit. Le nouveau bloc 109. Alors, plus si nouveau que ça, parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Ça fait un moment qu'il est sorti, mais bon, il y en a qui prennent leur temps. Bloc 109, Maruta, donc chez Akileos, de Bruja et Lovelock. Alors, pour vous expliquer juste bloc 109, donc c'est une uchronie. Donc la Deuxième Guerre mondiale a été remportée par l'Allemagne et par le Japon. Donc les États-Unis ont été détruites en 1947 par une bombe thermonucléaire. On a eu donc différentes aventures. Et là, en fait, on suit l'avant-dernière aventure qui s'appelait Shark, qui était en fait qui se passait en Australie, où on avait donc un camp de prisonniers où des hommes réussissaient à s'échapper du camp de prisonniers. Et on retrouvait ces espèces de rebelles pirates américains. On les retrouve en fait justement dans les mers du Japon. C'est le même personnage ? Ouais. Merde, j'ai pas fait gaffe, tu vois. Comment il s'appelle le commandant, le capitaine Vorse.
Ouais, je sais plus, mais j'avais pas fait gaffe, tu vois. C'était les mêmes personnages. Donc du coup, on se retrouve. Voilà, c'est pas du tout le même type d'histoire, donc. Bah là, en fait, c'est des pirates de l'air en fait qui combattent avec des bateaux et des avions, les navires japonais. Et arraisonnent les cargos, volent les marchandises, justement pour faire une sorte de guérilla contre le Japon impérial. Nos personnages, en fait, vont avoir finalement sur un des cargos qu'ils vont aborder, ils vont trouver une carte qui va les mener à, soi-disant, un centre de recherche japonais secret. Où ils espèrent trouver de quoi bouffer parce qu'ils crèvent la dalle. Parce qu'ils crèvent la dalle et que comme en fait ils vivent de leur prise de guerre, s'ils n'ont pas de prise de guerre, ils sont très emmerdés parce que du coup ils n'ont pas à bouffer quoi. Et donc ils sont allés sur cet endroit et là il va leur arriver des choses assez étranges. Je vais pas en révéler plus. Moi j'ai toujours beaucoup aimé le monde de Block 109. Je trouve que ça se bonifie au fur et à mesure. Au départ, quand on avait lu le premier Block 109 qui était juste Block 109. Le premier Block 109 et le deuxième, je crois que c'était Étoile Rouge. On avait trouvé que c'était, au niveau du graphisme, c'était assez brouillon, on s'y perdait un petit peu, on savait pas trop où ça pouvait aller. Et je trouve que là, au niveau de l'histoire, ça commence quand même à être... Alors ça a changé de dessinateur. Hein. Ça a changé de dessinateur déjà. Alors, il y avait eu du progrès du dessinateur qui était devenu vraiment très très bon par la suite, mais là en plus on a changé de dessinateur. Et je trouve que là, cette espèce d'Uchronie est vraiment intéressante, quoi. Il nous arrive à nous faire passer des trucs, c'est une nouvelle chose à chaque fois. Puis des genres différents, là on est quand même dans expérimentation, méca et baston. Dans le monde précédent, c'était un peu la grande évasion, quoi. Oui, à chaque fois il arrive à trouver un ton, le scénariste arrive à trouver un ton différent, une intrigue différente dans cet univers qui tient la route d'un point de vue de leur histoire. Maintenant, j'avoue, j'ai trouvé ça sympa, mais un petit peu convenu dans le type d'histoire, quoi. Au dehors de l'univers Block 109, qui est sympa, tu te doutes très très vite de ce qui va se passer, de qui est qui, enfin, tu vois, il y a pas vraiment de surprise, quoi. Alors moi, je dirais non, pas tant que ça. Tu vois. Moi, de toute façon, moi, je suis un peu le candide, quoi, quand je lis. Moi, j'ai pas vu les trucs arriver et je me suis bien régalé. L'histoire de c'est moi le bon lecteur. Mais toi, tu es trop dans l'analyse, c'est pour ça. Non, moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Toujours très dynamique, avec à chaque fois, voilà, un scénario qui est bien ficelé, une bonne aventure, quoi. Une bonne aventure. Donc là, c'est un truc un peu de piraterie, fraternité. Tout le monde se sauve, tout le monde s'aime et tout le monde est prêt à se sacrifier pour les autres. C'est beau, quoi. C'est Band of Brothers, ça. Ouais. Ça respire les bons sentiments. Et la testostérone. Il y a une femme. Ouais. Donc ça peut pas être que de la testostérone. Non, franchement, moi, je passe toujours un bon moment avec Block 109 et je trouve que c'est vraiment un univers qui est très sympa. Oui, et c'est très réussi. Et pour me permettre une digression sur une uchronie où l'Allemagne et le Japon a gagné, juste je vous conseillerais, mais vraiment à donf, l'homme du haut château. Le maître du haut château. Le maître du haut château, The Man in the High Castle. Ce qui n'est pas traduit encore en France, c'est une série Amazon qui a que 10 épisodes, mais qui est une tuerie. Voilà, j'attends de la regarder un jour. Je me suis absolument régalé. C'est tiré d'une nouvelle de Philippe Cadic. Un roman. C'est une nouvelle ou un roman ? Un roman. Ouais, c'est du Cadic, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très très bon. Et si Block 109 vous a plu, la série pourrait vous plaire. Il y a beaucoup moins d'action, mais c'est vraiment très très chouette. Voilà, tu peux passer à la suite. Low de Rick Remender et Greg Tocchini. Greg Tocchini est le grand ami de Thio. Thio adore Greg Tocchini. Thio a des posters de Greg Tocchini géants dans sa chambre. Thio s'enroule dans ses posters lorsqu'il s'endort. Alors je parle des dessins de Greg Tocchini, pas de Greg Tocchini lui-même, on ne sait pas à quoi il ressemble. Peut-être qu'il est très beau, certes. Mais bon, ça mériterait une enquête. Une psychanalyse, je pense. Petite enquête. Rick Remender, on le connaît moins. Amandine nous a parlé de Rick Remender, nous parlant de Descender
Avec Dustin Nguyen. Voilà. T'as vu, j'ai dit Nguyen. Ouais, c'est pas mal. Nous sommes dans un tome 1. Nous sommes dans un futur très lointain où le soleil va bientôt exploser, s'éteindre, devenir une supernova. Et ce qui reste de l'humanité a trouvé refuge dans des cités sous l'eau, parce que oui, forcément, avec le soleil qui a grandi, on est un peu sous l'eau. Et le problème, c'est que comme tout le monde sait que c'est bientôt la fin, ça part dans un univers de décadence qui fait un peu penser, c'est un peu le sujet des bouquins de Jack Vance sur la Terre morte, Cugel l'astucieux, etc. Bon, un peu le même truc. Et donc les gens vivent un peu décadence, une humanité qui a perdu totalement l'espoir. Et on va suivre l'histoire de Skell, une femme qui, elle, est d'un positivisme absolu. Elle est d'un optimisme, elle pense qu'on peut trouver une solution, elle pense qu'on peut chercher une solution. Alors, surtout aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant que les hommes aillent sous l'eau, ils ont envoyé des sondes dans toutes les galaxies. Ça fait des milliers d'années qu'ils sont partis. Des centaines d'années, je crois. Et donc, du coup, ces sondes sont parties et en espérant qu'elles puissent trouver une planète où l'humanité pourrait aller se réfugier pour survivre. Et ils ont eu le résultat d'une sonde qui aurait peut-être... C'est plus subtil que ça, et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve. Ils ont eu un retour d'une sonde, en fait. Une sonde a répondu au message. Ce qui est plus subtil que ça, c'est que là, tu es déjà dans la deuxième partie du bouquin. C'est que toute la première... Donc on est c'est un recueil de BD américaine. Hein, tout le premier numéro américain nous raconte comment, alors qu'ils sont en train de faire une sortie pour aller chasser de la nourriture, vu que c'est le rôle de leur famille, les Kane, ils ont même des combinaisons, etc. Ils se font choper par des gens d'une autre cité qui sont encore plus décadents que la leur, qui sont un peu des pirates. Qui sont ultra décadents par rapport à... qui sont un peu des pirates, etc. Et des gens contre lesquels ils luttent, mais apparemment... l'un comme l'autre. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y en ait des vraiment plus méchants que les autres parce qu'ils arrêtent pas de. Enfin, ils sont tous dans le mode survie et on n'a plus rien à foutre et voilà. Les Ken sont au-delà de tous les autres personnages qu'on voit. Et en gros, le pirate tue le mari et enlève les deux filles de l'héroïne. Tome 2, on arrive et on est 10 ans plus tard quand même. Et c'est là que elle voit une sonde, elle essaye de vouloir partir avec son fils, et elle va partir dans une grande aventure pour essayer de sauver ça, alors que plus personne n'y croit, quoi. Voilà. Et on va avoir cette histoire-là, et en fait, c'est difficile de résumer parce que il se passe beaucoup de choses tout le temps. Dans chaque arc, enfin là, on a un arc complet. Et si tu regardes bien, déjà, les premières 22 planches, là, qui sont ce flashback, en fait, entre guillemets, le côté vraiment qui nous pose le personnage, en fait. T'arrives à la fin, tu fais waouh, et puis d'un coup, tu fais 10 ans plus tard. Ah ouais, non, mais quand même, j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé pendant ces 10 ans. Tu le sauras après. Peut-être qu'on le saura après. Tu le sais, non, mais tu le sais déjà dans la deuxième partie. Oui, tu le sais vite, parce qu'en fait, il s'est pas passé grand-chose pendant ces 10 ans. Bon, certaines ont bien changé, quand même. Oui. Et voilà. Donc, on se retrouve dans une histoire qui, scénaristiquement, est super intéressante. C'est de l'action, de l'aventure, un personnage optimiste. Alors, c'est marrant, le scénariste, en préface, dit que il s'était rendu compte qu'il n'avait jamais écrit de personnage optimiste et qu'il était temps qu'il s'y mette. Et c'est vrai qu'il joue beaucoup là-dessus. C'est vrai que ça fait longtemps. On est beaucoup dans le cynisme, maintenant, dans la bande dessinée. Et on a une héroïne vraiment sympathique. Et une belle histoire. Quelques défauts. Le dessin de Greg Tocchini est très riche. Et un poil brouillon, j'ai envie de dire. Un travail de la couleur qui joue beaucoup sur les gammes, sur les tons, et qui rend la lisibilité parfois un peu complexe, et qui fait un peu perdre de la fluidité dans la lecture. Ce que je trouve un peu dommage, parce que le dessin en soi est superbe, mais la lecture est un peu des fois, ouais, tu t'es obligé de regarder à 2 fois ce que tu es en train de lire pour comprendre ce qui se passe, quoi. Donc, voilà. C'est un peu le défaut que je trouverais. D'ailleurs, on le voit dès la couverture, qui est un peu dans ce style-là. Tu la regardes de loin, tu comprends rien. Il faut vraiment que tu te rapproches et que tu regardes un peu. Ah oui, c'est une fille en scaphandre, quoi. Non, je pourrais pas le sauver, même si je m'endors donc dans ces posters. Je te revois. Oui. Non, je pourrais pas sauver Greg Tocchini là-dessus.
Moi, je trouve que le dessin est splendide. J'aime beaucoup son genre. Il y a un style, il y a une patte, il y a des couleurs, il y a vraiment quelque chose qui est génial, je trouve, dans son dessin. Maintenant, c'est clair que ça aide pas à la narration. Mais en même temps, ça te fait passer du temps sur des planches où justement tu regardes le détail, tu regardes vraiment l'ensemble, et ça fait vraiment, je trouve, des beaux tableaux. Au niveau scénaristique, moi, l'histoire m'a quand même pas mal plu, c'est très sympa. Des rebondissements, ça pète, ça claque. Notre héroïne, il y a des moments où tu as envie de la claquer, avec son positivisme à la con, parce que tu te dis, mais putain, ferme ta gueule, quoi. Et il y a des autres moments où tu fais, waouh, c'est trop bien ce qu'elle fait. Non, voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait. Les personnages sont très bien écrits. Hein. Ouais, tous. Que ce soit le fils, qui est à la fois qui est parfois un lâche, qui est parfois un qui héros, change beaucoup au cours de l'album. Ouais. Il change 2 fois beaucoup. Même 3. Ouais. 3 ou 4. Voilà. Mais bon, c'est. Mais de façon toujours logique. Hein. Il n'y a pas de. Les personnages ont beaucoup de profondeur, quoi. Et puis voilà, la société telle qu'ils la décrivent, en quelques cases, moi j'ai trouvé que ce qui était très sympa, c'est que en quelques images, quelques planches, tu arrives vraiment à rentrer dans la logique de telle ville ou de telle autre, quoi. C'est marrant, mais je trouve qu'il y a un côté Flash Gordon. Un peu. Ouais. Mais Flash Gordon dans le côté aventure dépaysante. Mmh. Vous virez tout le côté kitsch auquel on pense quand on pense à Flash Gordon. Hein, parce qu'on pense toujours... ouais. King of the Universe. Donc on pense tout de suite au côté kitsch quand on pense à Flash, surtout si on pense au film. Mais il y avait un côté dépaysant pour l'époque, faut remettre dans le contexte quand on pense à Flash Gordon. Et ouais, moi j'ai retrouvé un peu ce côté-là. Cette idée. Non, c'est une bonne série, ouais, qui pêche un peu par sa lisibilité, c'est un peu dommage. Ça plaît ou ça plaît pas. Ouais, je pense clairement. Je sais que Tizak, qui nous en avait parlé, nous avait dit que... alors je vais pas le citer, mais sa phrase ça aurait pu être, pour reprendre, c'est « Mais c'est quoi ce bordel ?» C'est à peu près son sentiment. D'un côté, je comprends ce qu'il a voulu dire. Je comprends totalement ce qu'il veut dire. Je comprends totalement ce qu'il veut dire, mais moi ça m'a pas choqué parce que d'une part graphiquement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je trouve que l'histoire est vraiment géniale, donc pour moi le scénario tout se combine bien. Maintenant c'est vrai qu'il y a des moments où c'est quand même, la narration est difficile à cause justement du dessin, même s'il est splendide. Faites-vous votre idée, peut-être que vous ça vous a beaucoup plu, peut-être que certains ont totalement détesté. Dans tous les cas je pourrais vous parler du tome 2 parce que je vais bientôt l'acheter. Voilà. On va pouvoir finir. Ouais, il est caché derrière ton ordi. Le Chant du Cygne, le tome 2, enfin. Donc c'est, si je me trompe pas, c'est Le Lombard. C'est la collection signée. Alors c'est Babouche, d'Horizon et Herzé. Donc je vous rappelle un petit peu le pitch. On est en 1900. Ah, tiens, on a le frère. Oui, alors Izu, c'est le frère d'Horizon en fait. Pour la petite histoire. Ok. Ouais. Dis-moi, t'es vachement cool, ouais, quand même. C'est Dynasty, toi, chez toi. C'est ça. Donc pour le pitch, on est en 1917, donc Première Guerre mondiale. Des poilus en fait ont fait une pétition pour dire que cette guerre est dégueulasse, qu'ils en ont plein les bottes, qu'ils en ont plein le cul, qu'ils ont vu que ça s'arrête, et ils ont fait une pétition, et visiblement un homme politique est prêt à montrer cette pétition justement à l'Assemblée, pour qu'en fait on arrête cette guerre, quoi. Et donc un groupe de poilus est en train, donc, à désobéir aux ordres, et en fait est en train de traverser donc toute la France pour ramener justement cette pétition jusqu'à Paris. Alors qu'ils sont pas tous d'accord avec la pétition. Voilà, alors qu'ils sont pas tous d'accord avec la pétition, mais bon an mal an, ils vont tous suivre, ils vont faire tous des actes plus ou moins héroïques pour justement, sur ce chemin, arriver jusqu'à Paris, sachant que comme ils sont déserteurs, l'armée les recherche aussi pour désertion, et donc pour les fusiller. Hein. Et à envoyer quelqu'un de très efficace. Ouais, même limite un brin dangereux, quoi. Mais voilà.
Deuxième tome, fin de l'histoire. Vont-ils réussir à ramener cette lettre? Vont-ils réussir à ramener cette lettre? Je vais pas vous en dire plus. Moi, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment intéressante, bien menée. Les personnages sont... comme c'est un groupe de soldats, ils sont tous très différents. T'as le fort en gueule, t'as le héros, t'as un peu cliché même parfois, mais ça marche. Mais ça fonctionne. Je suis d'accord avec toi, ça fait cliché, mais ça fonctionne. T'as le petit jeune, le petit couard, tout le monde voilà n'est pas ne peut pas toujours être un héros, ou chacun le sera à sa façon, mais le groupe fonctionne, la narration fonctionne. Le final de l'histoire est touchant. Très bien trouvé. J'ai été un petit peu... Je savais pas comment ça pourrait finir, et moi j'ai été assez surpris de cette fin-là. Je ne m'attendais pas à la fin, effectivement. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Voilà. Mais même si ça... Voilà. Tu finis pas très content ou très, très heureux, peut-être, suivant de quel camp tu étais, mais c'est très bien trouvé. Graphiquement, alors je sais pas comment on pourrait le décrire. C'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle, mais un peu cartoony par moment, un peu réaliste, un peu sanguinolente, un peu gore. On a un petit côté Miyazaki dans les postures, dans les gueules. Ouais. Dans la représentation de la nature, avec un côté très aquarelle, très 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 nature, j'ai envie de dire. Je vais pas dire naturaliste, je vais dire très nature. Et qui fait que comme on a des personnages qui ont de la gueule, quoi. On a beaucoup d'expressions qui passent. C'est très expressif. C'est plutôt pas mal. J'ai un gros regret. Lequel? Sur le format. La collection signée, normalement, c'est une sélection un peu de prestige chez Lombard, de grandes signatures. Et je trouve que sortir cette histoire en 2 tomes, soit tu fais un truc de prestige et tu te permets de... Enfin, c'est économique, hein, je comprends la problématique économique. Mais si tu es dans une collection de prestige, tu peux te permettre de prendre un petit risque économique et de sortir un gros album. Alors j'imagine qu'il y a 2 choses. C'est à la fois économique et à la fois politique. C'est-à-dire qu'en gros, le premier tome est sorti pendant les cérémonies du centenaire, etc., etc. Il voulait que le deuxième tome sorte avant la fin, j'en sais rien. Enfin bon, il y a tout un calcul là-dessus. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu déçu. Enfin, je sais pas. Je vois pas pourquoi ils ont fait cette césure. C'est un peu dommage. Ça mérite d'être lu d'un bloc, quoi. Non, t'as l'air. Là, c'est vraiment une question éditoriale que je me pose. Ça remet en rien en cause la qualité de la BD. C'est vraiment une question éditoriale. Je peux même pas te dire, en fait, ils ont voulu commencer l'histoire qui commençait en 1916, en 2016, et la finir en 2010. Tu vois, non, ça fonctionne pas non plus au niveau des dates. Je sais pas. Après, moi, ça me choque pas non plus. C'est vrai qu'on est maintenant bien habitué à des diptyques, ou des histoires qui peut-être au départ auraient pu tenir en un et qui finalement font en 2. Bon, c'est pas grave, quoi. Voilà, mais dans une collection un peu standard, où t'as un format, où t'as quelque chose, là, t'es dans une collection, tu vois, voilà, qu'à ce côté prestige où tu peux te permettre en théorie, enfin, je sais pas, moi, si j'étais un dessinateur qu'on me proposait de faire un album de la collection signée, c'est prestige, quoi. Enfin, tu vois tous les auteurs qui ont bossé dans cette collection, c'est la classe. Ouais. Mais bon, moi, ça m'a pas choqué. En tout cas, voilà, l'édition est très jolie. Vous avez des petits bonus à la fin sur les couvertures. C'est une bonne série. Je trouve vraiment une bonne série. Voilà, en plus, là, on est en 2017. On est presque... il nous reste encore 2 ans de commémoration sur la Première Guerre mondiale. Mais je trouve, voilà, c'était vraiment un bon bouquin intéressant pour parler un peu de cette Première Guerre. Voilà. J'ai passé en tout cas un très bon moment. Express. Napoléon de Malempire de Lapus et Stédo. Alors, nous sommes chez Bambou dans leur collection Humour et Histoire. Alors, ils en ont fait pas mal dans le genre, où en gros, l'idée, c'est de prendre un personnage connu,
et de raconter des vraies anecdotes. Donc on a eu Cléo dans le même ordre d'idées sur Cléopâtre, raconter des vraies anecdotes en faisant du gag en une planche. Donc dans l'équipe là on a Lapus et Stedo. Stedo, moi c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, qui a un trait hyper dynamique, qui colle très très bien au gag gros nez, etc. Et qui est donc très efficace sur cet album. Lapus, un auteur que je connais aussi pour certaines BD assez cool que j'avais lues. Sur la grossesse, il me semble d'ailleurs. Enfin bon, des trucs assez cool. Et là, bon, que dire sur cet express rapidement. On reste sur du truc standard, c'est du gag en une planche, on apprend des choses, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est sympa, mais sans plus quoi. Si vraiment vous avez un enfant fan de Napoléon, vous lui offrez ça lui fera plaisir. Sinon, voilà. En abrégé. Sinon, vous lui offrez le jeu Total War Napoléon. Et franchement, c'est vachement mieux. Ouais, voilà. Non, enfin, graphiquement, c'est quand même très chouette. C'est très joli. Après, voilà. Les gars dans une planche, ça plaît pas. Des fois, tu rigoles, des fois, tu rigoles pas. En plus, c'est casse-gueule. Enfin, c'est voilà. un sujet, mais bon. Moi, c'est pas enfin, c'est même, on va dire, c'est pas notre tasse de thé. Maintenant, au niveau du dessin, j'ai quand même eu des cases où je suis resté un peu dessus parce que j'ai trouvé ça quand même très joli. Voilà. Dans le genre, ça marche bien, c'est efficace. Maintenant, faut aimer le genre, ce qui n'est pas vraiment notre cas. Et pour finir cette émission, je vais vous parler de Stray Dog, le tome 2 chez Glénat de Van Ra. Alors Stray Dog, je vous rappelle le pitch. On est dans une sorte d'univers un peu futuriste où en fait des lycans existent. Ce sont des personnes en fait qui ont une sorte de démon en eux, donc les lycanthropes, une sorte de loup-garou. Il y a des loups-garous de première génération, de deuxième génération, des grands, des petits, et un mec qui travaille au Bird. Le Bird, c'est l'organisme justement de lutte contre. C'est les exorcistes, grosso modo. Ils ont une de leurs personnes en fait qui a trouvé un lycan très puissant, et cette personne sait qu'elle va mourir et elle voudrait que quelqu'un protège sa fille. Et donc le lycan très puissant qu'elle a trouvé, Toru, va devoir s'occuper, va accepter le deal et va donc à la mort de cette personne s'occuper de sa fille qui s'appelle Aki. C'est ça ? Peut-être. À quoi Pardon. Ok, je te remercie. Donc du coup, voilà, on est dans une histoire avec donc des monstres fantastiques. C'est pas juste un manga sur des créatures monstrueuses, fantastiques, la chasse à l'exorcisme. On va avoir quand même un petit peu d'enquête, un petit peu de révélation. Aki, qui en fait déteste les lycans, ne veut absolument pas que Toru, qui est un lycan, s'occupe d'elle, même s'il y a des moments où elle trouve quand même ça vachement cool d'avoir un grand costaud qui veille sur toi. Pas mal, j'ai passé un bon moment. Graphiquement, c'est très sympa. Par contre, juste une chose, faites gaffe, on n'est pas dans le sens de lecture japonais. C'est un manga qui se lit de gauche à droite. Ne faites pas la même erreur que moi. Par habitude, vous le prenez, vous dites je vais lire de droite à gauche, et là, vous êtes à la fin. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc à noter. Parce que mais justement, pourquoi est-ce que moi je comprends pas pourquoi il y a celui-là qui se lit dans un sens et Ayakashi à côté, même collection, mêmes auteurs qui se lit dans l'autre. J'ai un peu moi je préfère quand ça se lit dans ce sens-là. Alors comment se passe il refait son vieux. Non, mais c'est je parle dans la production française, que le manga soit dans le sens de lecture japonais, etc. Mais quand c'est un Français qui fait ça globalement pour la France, voilà. Bon, non, moi je trouve que c'est beaucoup plus lisible que Ayakashi. Pourtant, il y a aussi des pavés de texte, mais il y a aussi un peu plus de scènes d'action, donc qui donnent un peu plus de souffle derrière. Ça marche pas mal. C'est pas exceptionnel. Enfin, j'aime beaucoup le dessin de Van Ra. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'on est sur un scénario sympa, sans plus. Faut voir comment ça peut évoluer. Je suis pas sûr d'avoir envie de continuer, en fait. Ouais. Alors, je t'avoue que le premier m'avait pas follement emballé. Le deuxième, déjà, j'étais un peu plus, parce que justement, j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a une sorte de lycan serial killer, et que justement, le Bird et la papauté aussi essaye de
de trouver, et donc du coup tu te dis c'est une sorte de mystère avec un tueur qui est quand même intéressant. Voilà, ça titille ma curiosité. Bon, mission accomplie sur ce Stray Dog de Vanra. Bien. On va se quitter. On va se quitter. Donc voilà, c'était le dernier podcast de l'année 2016. Quand on se retrouvera, nous serons donc en 2017. Ah ouais, 2016 plus 1. C'est ça. Et quand on va dire bonne année, on n'aura pas à tricher cette année. Non. Parce qu'on n'aura pas enregistré l'épisode de 2017 avant. On progresse. Ouais, on est trop fort. Et peut-être même que pour 2017, on aura un nouvel invité. Oui, sûrement. Peut-être que Tizak sera là. Ah, Tizak, je sais pas si on va l'autoriser à revenir. Une bonne résolution, on le laisse revenir. Ouais, on verra. Ça dépendra de ce qu'on a bu pendant le réveillon. Bah là, ça dépendra de ce qu'il amènera comme bouteille. Si tu amènes du vin qui nous fait oublier, on pourra peut-être le laisser revenir. Ouais, ok. Merci de nous avoir écoutés. Profitez bien de vos cadeaux. Profitez bien de votre famille. Profitez bien de vos étrennes pour nous donner des sous sur Tipeee. Ouais, ou pour vous payer de la Casselzer suite aux nombreux repas pantagruéliques que vous aurez peut-être pu faire. Ou nous laisser des commentaires sur iTunes, comme quelqu'un l'a fait il y a peu. Et sur la voie des bulles aussi. Sur la voie des bulles, nous nous ferons un plaisir de les lire et parfois même d'y répondre. Oui, des fois, nous y répondons. Alors, des fois, Pied y répond. Voilà. Merci à vous de nous écouter. On se retrouve très très bientôt. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.